Une période de tension qui impose une vigilance accrue, c'est en ces termes que Nicolas Sarkozy a commenté aujourd'hui à l'aéroport de Roissy l'initiative prise par le FBI d'escorter par des chasseurs américains certains avions français et d'annuler des vols Air France. Nouveau cas de légionellose dans le nord de la France, c'est le 54e. Le département du Pas-de-Calais s'organise pour lutter contre l'épidémie. 60 ans après le débarquement allié sur les plages de Normandie, le chancelier allemand Gerhard Schröder participera officiellement aux manifestations prévues en juin prochain à l'invitation de la France. Un signe que les temps ont changé, s'est réjoui le gouvernement allemand. Les échanges de vœux par mini-messages sur les téléphones portables ont explosé cette année. 87 millions de SMS envoyés en une seule nuit qui ont provoqué un encombrement sans précédent avec parfois des retards importants. La montagne, ça les gagne de plus en plus tôt. Parmi les différents services offerts aux vacanciers, les stations de ski proposent désormais de prendre en charge les plus petits, une façon de fidéliser des futurs clients. Madame, Monsieur, bonsoir. La menace terroriste est donc sérieuse, selon les analystes convergentes des services secrets américains, britanniques et français. Et si le FBI reconnaît aujourd'hui s'être trompé sur l'identité de certains passagers, ce qui a conduit à l'annulation de plusieurs vols Air France, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, en visite aujourd'hui à Roissy, estime qu'il vaut mieux agir trop vite que trop tard. Loïc de la Mornay. C'était il y a quelques jours au-dessus de l'Atlantique. Dans les rangées de sièges de ce vol Air France New York-Paris se cache peut-être un gendarme armé du GIGN. Les hôtesses et les stewards ne sont pas forcément au courant de sa présence. Et donc comment vous savez, c'est de la police, des femmes qui ont parti de l'île, ou c'est le commandant de la chef de famille? Le commandant qui est informé en fait avec le dossier de vol, le chef avion. D'accord. Récemment, en regardant à travers le hublot, des passagers d'Air France ont eu d'autres surprises. Des chasseurs F-16 ont escorté leur appareil au-dessus de la Californie. Une mesure de précaution qui n'est cependant pas nouvelle, mais constitue plutôt une forme de dissuasion psychologique pour d'éventuels terroristes. Le plus simple est encore de clouer les appareils au sol. C'est parce que le FBI avait un doute sur 6 passagers que 6 vols Air France ont été annulés la semaine dernière. Mais en réalité, les noms des suspects étaient juste des homonymes de terroristes potentiels. Pour agents d'Al-Qaïda, les enquêteurs ont en réalité trouvé une vieille dame chinoise, un agent d'assurance gallois et des enfants. Un échange de mails entre 2 personnes dans le monde qui ont été interceptées. Je suppose que dans cette interception, il est ressorti le mot terrorisme ou le mot bombe par exemple, et que par contre, derrière, il n'y a pas eu une source humaine qui est allée vérifier cette information. En visite à Roissy pour présenter, blindé à l'appui, le nouveau dispositif de sécurité, Nicolas Sarkozy assume ses décisions. Je préfère qu'on nous reproche, entre guillemets, trop de contrôle, plutôt qu'on ait un problème parce qu'il n'y en a pas eu assez. Aujourd'hui encore, un avion Air France a dû être dérouté sur le Canada à la demande des autorités américaines. Et pour sa part, la France annonce qu'une quinzaine de Mirage 2000 couvrent l'espace aérien français. Actuellement, il s'agit du dispositif de défense aérien le plus important au niveau européen. Ce dispositif français a été mis en place depuis le 20 décembre. À Londres, les vols de la British Airways sont particulièrement surveillés, eux aussi. Et pour le 2e jour consécutif, le vol de 15 heures à destination de Washington a été annulé. Selon certains experts britanniques, Washington constituerait une cible potentielle pour des groupes terroristes à partir de l'Europe. Correspondance à Londres, Laurent Boussier. C'est donc la 3e fois en 3 jours que le vol British Airways 223 Londres-Washington de 15h05 est perturbé pour des raisons de sécurité. Mercredi, à son arrivée à Washington, l'avion avait été immobilisé pendant plusieurs heures, loin de l'aérogare, et les 247 passagers interrogés par le FBI. Hier et aujourd'hui, le vol 223 a purement et simplement été annulé quelques heures avant son décollage. Il semble que ce soit l'interception de messages sur Internet et de conversations téléphoniques recueillies par 7 stations du réseau Échelon à Cheltenham qui ait entraîné ces décisions. C'est le renseignement par interception, la surveillance des emails, des portables et autres trucs comme ça. Mais qu'ils annoncent un vol en particulier comme le BA 223, c'est sans précédent. Je n'avais jamais vu ça avant. Pour le moment, rien n'a été découvert, mais cette procédure exceptionnelle entraîne évidemment une certaine nervosité des passagers. Ça me rend nerveuse, j'ai un peu peur.
Je ne sais pas ce qu'ils savent. On nous dit rien, mais ils ont raison de prendre toutes ces précautions. Cette sécurité, ça rassure, surtout quand on voyage avec des enfants. La plupart des passagers du vol British Airways 223 ont été transférés sur d'autres avions à destination eux aussi de Washington. Mais ce soir, la focalisation sur ce vol particulier, le 223, ne peut s'expliquer que de deux manières. La première, c'est que les services de sécurité ont des informations très précises. La deuxième, c'est un message adressé aux terroristes. On sait ce que vous préparez, on est sur votre dos et on ne vous lâchera pas. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ces menaces d'attentats sur les vols transatlantiques. En France, de fortes chutes de neige sur l'Auvergne ont conduit à la fermeture de l'autoroute Clermont-Ferrand-Saint-Étienne. Une dizaine de véhicules bloqués ont pu être dégagés. L'autoroute vient à peine d'être rouverte à la circulation. Et puis dans les Pyrénées, de fortes chutes de neige ont conduit là aussi à la fermeture de la nationale 20 qui mène en Andorre. Les services de la direction de l'équipement de l'Ariège ont déclenché des avalanches pour permettre aux chasse-neige de sécuriser les routes. Isabelle de Lyon et Nicolas Houer. Tempête sur la nationale 20. Le vent sabote le travail des chasse-neige. À peine sont-ils passés, des congères se reforment. L'accès en Andorre est bloqué côté ariégeois. Avant d'ouvrir la route, il faut provoquer des avalanches. On ne laisse pas accumuler, on fait du préventif. On n'attend pas qu'il y ait des grosses accumulations. 80 couloirs d'avalanche sur une portion de 20 km. Les plus dangereux sont équipés de câbles transporteurs d'explosifs. C'est à la dynamite qu'on déclenche des coulées. Opération délicate. Il nous est arrivé une fois que les mèches s'allument quand on a amorcé comme ça. C'est pour ça que j'ai un couteau à la poche prêt à couper les mèches. Cette coulée n'est pas spectaculaire, mais elle a imposé la fermeture de la route pendant 1 heure. Ici, le trafic est important et aussitôt, 3 ou 4 km de bouchons se forment. Les automobilistes prennent patience, ils ont déjà perdu du temps à mettre les chaînes. C'est dur, surtout quand on a des chaînes, qu'on les a jamais mises. Parce qu'on vient du Var, nous. Il fait soleil chez nous. On a la nourriture, on a tout ce qu'il faut, donc on peut rester un jour ou 2 ou 3 même. On va attendre là, juste devant. On s'étonnera en revanche de la conduite de certains camions qui nous doublent à toute vitesse et s'engagent sur ces pentes malgré toutes les interdictions bien affichées dans la vallée, au risque de se mettre en travers. Nous envisageons effectivement de faire payer nos interventions de manière à dissuader au maximum les chauffeurs de poids lourds de venir se fourvoyer dans la neige. Car ce que nous avons constaté, c'est que les chauffeurs que nous dégageons un jour, bien souvent, 8 jours après, c'est le même chauffeur que nous sommes à nouveau obligés de dégager. Il en coûtera désormais 400 € le jour et 600 la nuit aux camionneurs qui dérapent. Prudence donc sur les routes où, selon la sécurité routière, samedi et dimanche sont classés orange dans le sens des retours et vert dans le sens des départs. Les plus grosses difficultés sont attendues en Rhône-Alpes où de nombreux vacanciers quittent les stations de ski. Nouveau cas de légionellose dans le Pas-de-Calais, ce qui porte à 54 le nombre de personnes contaminées par cette épidémie qui dure depuis maintenant 1 mois. L'usine pétrochimique Noroxo près de Lens a été à nouveau arrêtée par mesure de précaution sur décision du préfet cet après-midi. Les maires d'une vingtaine de communes ont décidé de se regrouper et de porter plainte contre X. Sur place, Frédéric Vion et Patrick Burstorm. Noroxo arrêté. Par précaution et sur décision préfectorale, l'usine pétrochimique à l'origine de plusieurs cas de légionellose va donc à nouveau suspendre son activité et subir de nouveaux contrôles. Une décision qui permettra peut-être enfin de mieux comprendre l'épidémie, mais une décision qui ne suffit pas aux yeux des maires des communes riveraines. Des élus qui ont depuis le début l'impression que l'État ne répond pas à leurs demandes. Il a donc été décidé un dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile. Nous demandons à l'État qu'il accorde à ce département le nombre de fonctionnaires dont il a besoin, qu'il mérite. Et pour le problème qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien entendu des fonctionnaires de la DRIR, des fonctionnaires de la DAS dont nous avons besoin. Je vais reprendre votre tension. Dans la région, les premiers confrontés à l'inquiétude des habitants sont bien sûr les médecins. Et particulièrement les médecins des mines, ce régime particulier de la sécurité sociale propre au bassin minier. Ici, les affections pulmonaires sont très nombreuses, ce qui rend la légionellose plus difficile à diagnostiquer. C'est difficile à reconnaître, je pense, mais comme maintenant nous sommes en plein dans le vif, on fait très attention, on est beaucoup plus, comment dire, attentif. C'est quand même une région où les pathologies lourdes se comptent par milliers, et en particulier dans le régime minier. Du fait de l'historique des mines. Du fait de l'historique des mines.
Ici, la Legionella aurait donc trouvé un terrain particulièrement favorable, ce qui explique peut-être en partie la rapidité de sa propagation. Et en effet, la légionellose est une grave infection pulmonaire qui a déjà causé la mort de 6 personnes dans ce département. C'est une bactérie qui se développe dans des micro-gouttelettes d'eau et qui peut donc être inhalée lors de douches ou dans des bâtiments climatisés. L'explication, Isabelle Quintard et Michel Guillaume. 1976, la légionellose ou maladie du légionnaire fait ses premières victimes. 29 vétérans américains. À l'origine, une bactérie mystérieuse identifiée pour la première fois est baptisée Legionella pneumophila. Une bactérie qui aime l'eau douce, entre 25 et 43 degrés. On la retrouve dans les douches, les circuits d'eau chaude, mais aussi les systèmes de refroidissement et d'air conditionné. La légionellose est quand même une maladie grave, puisqu'on a 15% des cas qui décèdent, et c'est pour ça qu'il est important de déceler ces cas rapidement, car la légionellose est une maladie que l'on peut soigner très facilement si le diagnostic est précoce. Après quelques cas isolés, en 98, en pleine Coupe du Monde, la France connaît sa première épidémie. 20 cas, dont 4 morts. Depuis, la courbe ne cesse de grimper, passant de moins de 50 cas dans les années 90 à 1021 cas en 2002, soit 30% d'augmentation en moyenne chaque année. Difficile de savoir si cette hausse est due à un meilleur recensement ou à une propagation de la maladie. Les mesures de lutte contre la légionellose sont pourtant simples, surveiller les canalisations et purger les systèmes. Mais en France, les contrôles restent encore insuffisants. Accident d'avion ce soir dans les Yvelines. 3 personnes sont mortes. L'avion en provenance de Tel Aviv avait fait escale en Grèce. Il s'est écrasé dans un bois près de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Sur place, Yvan Martinet et Édouard Perrin. Quelques débris éparses, l'épave du bimoteur qui s'est crashé vers 16h30. L'appareil, un Beeper Cheyenne, était immatriculé aux États-Unis. À son bord, le pilote, vraisemblablement d'origine américaine, sa femme, sa fille, tous ont péri dans le crash. L'avant de l'appareil et son habitacle ont brûlé. L'avion, à 8 places en provenance de Grèce, s'est écrasé à moins de 5 km de sa destination, l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Et l'accident aurait pu être pire encore. J'habite une des maisons qui se trouve à pratiquement 50 mètres du crash. Et l'avion a dû se glisser entre le foyer rural et le cimetière, donc se planter mais vraiment juste au-dessus du village. C'était quelque chose d'assez assez effrayant. J'ai juste entendu la détonation comme tous les habitants du village, mais on est tous un peu sur le choc, quoi. C'est la brigade de recherche des transports aériens de Roissy, une brigade spécialisée en la matière qui est attendue d'une minute à l'autre pour faire les premières expertises sur les lieux du drame. Le parquet de Versailles est saisi de l'affaire. Pour le 60e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, Jacques Chirac a invité son homologue allemand Gerhard Schröder. Une première qui suscite beaucoup d'émotions des deux côtés. Reportage dans un lieu symbolique du débarquement à Sainte-Mère-l'Église. Julia Delage et Mélissa Monteiro. Sainte-Mère-Église, nuit du 5 au 6 juin 1944. Un parachutiste américain reste accroché au clocher. C'est le début du débarquement. 60 ans après, une commémoration avec les Allemands, c'est tout un symbole, surtout pour les vétérans. C'est fort parce que ça voudra dire pour eux, eh bien finalement on ne s'est pas battu pour rien. Nos copains qui sont morts ici il y a 60 ans ne sont pas morts pour rien. On laisse derrière nous une Europe, disons, pacifiée, unie, dans la fraternité. Première ville française libérée au cours de la Seconde Guerre mondiale, Sainte-Mère-Église est plus qu'un lieu de souvenir, presque un lieu de pèlerinage. Mais pour certains qui ont vécu la guerre aux côtés des GIs, les blessures sont parfois trop profondes. Je suis moi-même médaillé militaire et parmi les médaillés militaires, il y a beaucoup de messieurs qui ont été déportés. Et quand je les écoute, c'est très émouvant. Et je me demande, là je me mets à la place de mes camarades en me disant comment eux vont-ils le ressentir. Déjà côte à côte en 1984 à Verdun, chefs d'État français et allemands s'apprêtent aujourd'hui à inscrire leur réconciliation dans l'histoire. Pour les jeunes, c'est un espoir pour l'Europe. Il y a beaucoup de Français qui ont souffert beaucoup pendant la guerre. Mais il y avait aussi des soldats allemands ici qui étaient tués, quoi. Et comme ça, c'est une bonne réconciliation, quoi. Cimetière américain de Colville, tous les ans, 1 million de visiteurs s'y promènent sans rancœur ni amertume. Il n'était pas responsable de la guerre, on a très bon rapport avec l'Allemagne, donc il n'a pas à être exclu, c'est même dommage qu'il n'y ait pas eu plus tôt. Comme dit le poète, la vie ne va pas en arrière, la politique non plus. L'invitation de Jacques Chirac est déjà pour certains un geste directement destiné aux Américains.
Le gouvernement allemand s'est félicité de cette invitation, signe, je cite, que les temps ont changé. Depuis la fin de la guerre, les leaders français et allemands ont multiplié les gestes de réconciliation. On se souvient de Gaulle et de Adenauer, Giscard Schmitt ou Mitterrand-Kohl, avec il y a 20 ans une poignée de main symbolique. Mais le chancelier Kohl n'avait pas été invité pour les 50 ans du débarquement. Rappel avec Arnaud Miquet. C'était il y a 10 ans, le 50e anniversaire du débarquement allié. Le chancelier allemand Helmut Kohl, à l'époque, n'est pas invité, ce qui crée une certaine irritation outre-Rhin. Signe des temps, le 6 juin prochain, Gerhard Schröder sera le premier chef de gouvernement allemand à participer aux cérémonies commémoratives du jour J sur les plages de Normandie. Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont parfois eu des relations houleuses, mais le couple franco-allemand aime s'afficher et user de ses symboles. Le 22 janvier, il tenait un conseil des ministres et une session parlementaire commune à Versailles, une première. La voix du couple franco-allemand doit s'élever pour proposer, pour innover, pour ouvrir un chemin à cette nouvelle Europe. La présence de Gerhard Schröder sur les plages du débarquement restera certainement dans les annales. Tout comme ces images de chars allemands défilant sur les Champs-Élysées, c'était en 1994. Il y a aussi ces accolades historiques, Konrad Adenauer et le général de Gaulle à l'Élysée lors de la signature du traité d'amitié franco-allemand en 1963. Ou encore François Mitterrand et Helmut Kohl sur la tombe du soldat inconnu, c'était à Verdun en 1984. Et puis on apprend ce soir que le prince régnier de Monaco a été à nouveau hospitalisé aujourd'hui. Selon son entourage, il s'agirait essentiellement d'un état de fatigue générale après une mauvaise grippe. Les opérateurs téléphoniques se frottent les mains. Les échanges de mini-messages qui leur rapportent beaucoup d'argent ont explosé la nuit de la Saint-Sylvestre, provoquant un embouteillage record. 87 millions de billets doux écrits sur des téléphones portables. L'année commence décidément très bien pour ce marché. François Baudonnet et Frédéric Delarue. Madame, que pensez-vous du téléphone? Marche très mal. Ça fait 7 ans que j'attends le téléphone. Il est bien loin le temps où la moitié de la France attendait le téléphone et l'autre moitié la tonalité. Au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, au contraire, les trois opérateurs ont une nouvelle fois été victimes de leur succès. 87 millions de SMS ont été échangés avant-hier, dont beaucoup à minuit pile. Mais selon nos informations, plus de 1,5 million de ces petits messages écrits sont arrivés avec plusieurs heures de retard. Ma soeur m'en a envoyé un, il était minuit 4 et je l'ai reçu, il devait être 2h30, 3h du matin. Quand j'ai envoyé, ils m'ont envoyé un texto et ils m'ont dit qu'il y a un problème technique et on pouvait pas l'envoyer, il fallait l'envoyer plus tard. Et alors, t'étais déçu? Ouais. Bah ouais, on pouvait pas souhaiter la bonne année à nos proches. Bah 15 centimes et ça met 4 heures à venir quoi. Donc ça a remboursé quoi. Et c'est bien là le problème. Pour la seule journée du 1er janvier, SFR, Orange et Bouygues auront facturé à leurs clients plus de 10 millions d'euros de SMS, alors même que certains messages sont restés bloqués dans le système. L'image qu'on peut prendre, c'est peut-être un péage d'autoroute un 15 août. On ne construit pas une autoroute pour passer le trafic de pointe pendant 3 heures. On ne construit pas 10 voies d'autoroute. Ben nous, c'est un peu pareil. L'an prochain, pourtant, les réseaux devront être encore plus puissants pour supporter l'envoi de photos sur les téléphones. En revanche, l'année 2003 n'aura pas été bonne pour les ventes d'automobiles en France, moins 6,3% de véhicules particuliers vendus. Et ce sont les constructeurs japonais qui s'en sortent le mieux puisque leurs modèles ont connu, eux, un véritable succès. Luc Bazizin et Nathalie Gallet. Ce geste avant la livraison d'une voiture neuve s'est répété particulièrement chez les constructeurs japonais en 2003. Les ventes de Nissan ont progressé de plus de 32% et celles de Toyota de près de 12% dans un marché pourtant en nette baisse. Ce client, par exemple, tourne le dos aux marques françaises et vient de s'offrir ce modèle nippon. Et là, j'ai pris une voiture japonaise parce que je trouve qu'elle est efficace. Point de vue solidité et prix, c'est plus intéressant que d'autres. Et en plus, il y a le service après-vente. Les marques japonaises sont maintenant bien implantées dans le paysage automobile français. Une petite voiture et un 4x4 urbain, la recette du succès est la même pour les deux premiers constructeurs asiatiques. Une image d'autant plus acceptée que Toyota produit son petit modèle à 150 000 exemplaires par an dans son usine proche de Valenciennes, donc sur le sol français. Je pense qu'il y a quelque chose
de différent par rapport à il y a une dizaine d'années, notamment en France, où il y avait vraiment un syndrome contre les produits asiatiques ou japonais en particulier. Donc là, on dépasse, on décrispe un peu tout ça, et il y a une ouverture beaucoup plus grande du consommateur. D'autant plus que de son côté, Nissan s'est allié à Renault, dont bon nombre de concessionnaires distribuent aussi la marque. Ce sont des concessionnaires très professionnels qui nous a permis en fait de renforcer, d'apporter leur professionnalisme et aussi leur capacité financière. Nous avons acquis plus ou moins cette nationalité française dans la tête des clients en France. Et pour la première fois depuis 3 ans, les marques françaises, elles, ont terminé l'année avec moins de 60% du marché. L'année bissextile, vous avez oublié ce que c'est et pourtant la maîtresse à l'école a dû vous l'expliquer. C'est celle que l'on retrouve tous les 4 ans et qui compte 366 jours, soit un de plus que les autres années. Le gagnant étant le mois de février. Pour nous tous, cela signifie davantage de jours de travail. Conséquences économiques, Séverine Lebrun et Philippe Jasselin. Le mieux, c'est que tu prennes des récup ici, là, pour les ponts, les 2 vendredis. En 2004, les calculs savants n'y feront rien, il y aura beaucoup moins de possibilités de ponts que l'année dernière. C'est une année bissextile, le 29 février vient chambouler tout le calendrier. Du coup, 4 jours fériés, le 1er mai, le 8 mai, le 15 août et Noël tombent pendant un week-end. Pas de chance pour les salariés. C'est pas moi qui fais le calendrier, donc c'est comme ça. C'est triste. Un petit peu quand même. Je l'ai travaillé déjà un peu, donc ça me dérange absolument pas. Par rapport à l'année dernière, il y aura 4 jours travaillés en plus. Cela signifie plus de richesses produites. On l'estime à environ 0,3% du produit intérieur brut, soit 5 milliards d'euros. Une note certes positive, mais qui n'aura pas beaucoup d'impact sur la croissance. La croissance économique l'année prochaine, elle sera là s'il y a une reprise de l'investissement, s'il y a de l'activité économique, et pas parce qu'on va travailler un peu plus à cause des jours fériés qui tombent le dimanche. Les spécialistes du week-end à rallonge auront tout de même quelques occasions de se consoler. Par exemple, le 14 juillet tombe un mercredi, avec 2 RTT derrière, ça peut faire un pont de 5 jours. Le jeudi 11 novembre, lui, peut donner lieu à 4 jours de repos. Un rappel, la suppression du lundi de Pentecôte, censé financer le plan dépendance pour les personnes âgées, n'interviendra qu'en 2005. En Corse du Sud, la mairie de Propriano a été mitraillée pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Une trentaine de coups de feu ont été tirés contre la façade du bâtiment sans faire de victimes, bien heureusement. La mairie avait déjà été la cible de diverses dégradations en 2002 et au cours de l'été dernier. Les magistrats français toucheront une prime modulable selon un décret paru il y a quelques jours au journal officiel. Elle sera, dit le texte, attribuée selon la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Les syndicats de magistrats, justement, dénoncent ce qu'ils appellent une prime au rendement adoptée sans concertation. Explication Agnès Gardet. Les magistrats soumis au verdict de la performance. Voilà en substance l'objet du décret adopté la semaine dernière au lendemain de Noël. Il prévoit dans son article 3 qu'une prime modulable soit attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Une prime au mérite, dit la chancellerie, une prime au rendement, rétorquent les syndicats professionnels, incompatible avec les grands principes de la justice. Dans l'hypothèse d'un magistrat qui veut avoir la prime maximum, il va aller de plus en plus vite, par exemple pour rendre une décision de tutelle, pour placer un enfant, pour prononcer un divorce ou des peines d'emprisonnement, il va aller le plus vite possible. C'est absolument contraire à l'idée de justice. Comment attribuer cette prime? Selon quels critères? Par le nombre de décisions, de jugements, de mises en détention? La culture du résultat, voilà ce que redoute la corporation. Le garde des Sceaux s'en défend et affirme que tout n'est pas encore écrit. Les magistrats seront consultés courant janvier. Le montant de l'enveloppe, en revanche, a été fixé 10 millions d'euros à répartir entre 7000 magistrats. À Mulhouse, la nuit dernière, une explosion d'origine criminelle a provoqué d'importants dégâts à la Maison des Jeunes et de la Culture, d'un quartier sensible de la ville. L'engin explosif avait été confectionné à partir d'un extincteur et placé au sous-sol du bâtiment. La MJC de Rouault était fermée depuis le 28 avril sur décision de la mairie. Après les incidents de la nuit de la Saint-Sylvestre à Strasbourg, 3 personnes ont été condamnées cet après-midi en comparution immédiate à des peines allant de 3 mois avec sursis à 2 mois de prison ferme pour violence sur agent. 42 personnes ont été interpellées à Strasbourg dans la nuit du 31 décembre, au cours de laquelle 22 véhicules ont été incendiés.
Et puis la quarantaine d'intermittents du spectacle qui occupaient depuis hier la Villa Médicis à Rome a été délogée. Les intermittents mènent combat contre la réforme de leur système d'indemnisation chômage. La Villa Médicis abrite depuis 2 siècles l'Académie de France à Rome et accueille jeunes peintres et sculpteurs qui, rappelons-le, ne bénéficient pas du régime des intermittents du spectacle. En Iran, sur les ruines de la ville de Bam, la prière du vendredi a pris un relief particulier. L'imam a appelé les habitants à reconstruire la maison à l'image de la mosquée qui a résisté au tremblement de terre. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Patrice Hacher. La mosquée principale de Bam avec ses 2 minarets miraculeusement intacts. La grande prière du vendredi, 7 jours après le tremblement de terre. Selon le rite musulman, elle marque la fin de la période de deuil et le retour à la vie normale. Dans l'assistance, on aperçoit très peu d'habitants de Bam. À l'extérieur, quelques secouristes et des centaines de militaires. Un peu plus loin, quelques rescapés perdus au milieu des ruines qui suivent également la cérémonie. Mais ils sont très peu nombreux. En ville, la population se débrouille toujours par ses propres moyens. L'électricité est revenue partiellement, il n'y a toujours pas d'eau et aucun magasin n'est ouvert, impossible de trouver à manger. La police, à tous les carrefours, tente de maintenir un certain calme. Ici, quelques dizaines de femmes tentent d'obtenir une tente. Le policier leur demande de partir, il n'y a plus rien, dit-il. Devant nous, elles expliquent qu'elles ont attendu des heures et qu'elles ne savent pas où dormir. Un peu plus loin, quelques cartons d'aide posés à même le sol. Ceux-là auront la chance d'y trouver quelques galettes de pain. Ici, la population se bat comme elle peut pour que la vie reprenne. Moussé est un miraculé, sa femme et ses enfants sont vivants, il a même récupéré sa voiture. Son frère nous explique qu'elle a tout simplement un petit problème de batterie. Quelques minutes plus tard, un de ses amis lui en apporte une toute neuve et le problème est réglé. 7 jours après le tremblement de terre à Bam, la vie reprend. Tout doucement. La présence des secouristes américains sur le terrain ne doit pas masquer que les relations entre l'Iran et les États-Unis restent extrêmement tendues. Dernier exemple en date, Téhéran, ce soir même, a refusé de recevoir une délégation américaine qui devait être conduite par le sénateur Elizabeth Dole, proche de la Maison-Blanche. Les 2 pays ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 1980. Explication Martine Laroche-Joubert. Un soldat iranien à côté d'un secouriste américain, la tragédie de Bam aura permis ce rapprochement. Dans cet hôpital de campagne, ce porte-parole américain insiste sur l'aspect purement humanitaire de sa mission. Ce n'est pas si simple. Ce tremblement de terre précède peut-être un frémissement politique qui trouve sa source à Washington. Hier, George Bush maintient ses exigences envers l'Iran, notamment sur le terrorisme et le nucléaire, mais il change de ton. Au-delà des mots, il semble entrouvrir une porte pour d'éventuelles discussions. Un geste bien reçu côté iranien par l'ancien président Rafsanjani en visite à Bam. Il est le 3e personnage de l'État. Son point de vue non officiel prend tout de même son poids. Il se félicite des signes positifs venus des États-Unis. En clair, il signifie « écoutons au moins le message américain ». Une amorce de dialogue inimaginable il y a 2 ans à peine. 30 janvier 2002, discours sur l'état de l'Union. George Bush place l'Iran dans l'axe du mal, une hostilité qui vient de loin. 1979, la révolution islamique submerge l'Iran. Les diplomates américains sont retenus en otage dans l'enceinte de l'ambassade pendant 18 mois. Une provocation doublée d'une humiliation pour les Américains. L'opération aérienne tentée pour les sauver s'abîme dans les sables du désert iranien. Les relations diplomatiques entre les 2 pays sont rompues, 25 ans de crise vont suivre, les Américains imposent des sanctions contre l'Iran. Aujourd'hui à Bam, des Iraniens offrent ces roses à des Américains avec le sourire,
et peut-être un nouveau regard. En Irak, l'armée américaine a saisi plusieurs armes et des explosifs dans une mosquée de Bagdad. La perquisition a duré plus de 7 heures et 32 personnes ont été arrêtées au cours de cette opération. Et puis en Irak, toujours, plusieurs manifestants ont dénoncé la loi française qui interdit tout signe religieux et notamment le port du foulard à l'école. Le projet de loi français sur la laïcité devrait d'ailleurs être déposé en début de semaine prochaine au Conseil d'État. Il ne comportera que 2 articles, précise l'entourage de Jean-Pierre Raffarin. Un sur l'interdiction donc de tout signe religieux ostensible, l'autre sur l'entrée en vigueur de cette disposition à la rentrée scolaire de septembre 2004. Elle s'appelle Lily et démarre dans la vie dans des circonstances bien difficiles. Emmitouflé dans une serviette de toilette, le bébé a été déposé hier matin aux urgences de l'hôpital de Carpentras avec un petit mot. Je vous confie ma Lily, née le 31 décembre à 10h30, prenez-en soin. La police tente maintenant d'identifier la maman, Karine Comati. Il est 7 h du matin. Une employée prend son service lorsqu'elle découvre ici, à l'abri du froid, dans la nudité d'un couloir d'hôpital, un nouveau-né enveloppé dans une serviette. La petite fille a été trouvée dans ce sas entre les 2 portes donc, du service de radiologie par la manipulatrice qui passait à ce moment-là, donc qui a vu cette serviette, qui l'a ouverte et a trouvé le bébé. Donc de là, à quelques pas après, donc elle est amenée immédiatement aux urgences. Sur l'enfant qui n'a que quelques heures, les médecins découvrent une lettre de sa mère. Je vous confie ma Lily, n'ayant pas les moyens de subvenir à ses besoins, je préfère lui laisser une chance. Là, elle a eu une réaction qu'on pourrait qualifier vraiment de maternelle, c'est-à-dire qu'elle a voulu protéger son enfant, elle l'a amené dans un centre hospitalier, ce qui est déjà, avec une maternité, ce qui est déjà un fait qui est important. Et la deuxième chose, c'est que ce bébé, dès qu'il a été découvert, il était propre. La petite Lily partira lundi à la DAS d'Avignon, à moins que sa maman regrette son geste désespéré et revienne la chercher. L'épidémie de gastroentérite pourrait s'étendre à toute la France dans les semaines à venir. Aujourd'hui, 4 régions sont touchées. Haute-Normandie, Aquitaine, Auvergne et Alsace. Vous voyez sur cette carte, la plupart des malades sont des enfants avec un risque de déshydratation. Exemple à Bordeaux où les salles d'attente des médecins saturent, de même que les appels à domicile. Reportage David Bazier et Bernard Modarme. SOS Médecins, bonjour. Une épidémie d'appels au standard d'SOS Médecins à Bordeaux. Calicivirus et rotavirus ont débuté leur grande tournée française de gastro-entérite. Particulièrement résistants et contagieux, ces 2 familles virales pourraient toucher 2 millions de personnes d'ici 3 semaines, selon le réseau Sentinelle qui surveille l'épidémie. À la dévolution de diarrhée? Oui, ça n'a pas arrêté, ça a commencé vers les 7 heures. Conséquence, tous les médecins d'SOS sillonnent la ville. Chaque année c'est pareil, nos 2 virus ont le mauvais goût de frapper pendant les fêtes de fin d'année. Ça commence souvent autour de Noël, entre Noël et le 1er de l'an, et des fois ça s'étend quand même jusqu'à mi-janvier. Mais rien à voir avec les huîtres ou le champagne. Ces virus de la gastro-entérite aiment tout simplement le froid de l'hiver. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ce qui m'arrive, c'est que j'ai des nausées et que je vomis depuis toute la nuit. Oui. Le virus de gastro-entérite se propage très vite. La contamination se fait surtout par les mains et par l'air, mais la contamination est quand même très rapide. C'est pour ça qu'on a souvent des épidémies là, brutales. L'hôpital des enfants traitera les cas les plus graves. Peu dangereuse, la gastro-entérite peut toutefois déshydrater un nourrisson. C'est important de ne pas donner n'importe quoi, c'est important de ne pas donner de l'eau plate ou des boissons trop sucrées. Il existe des solutés de réhydratation, c'est cela qu'il faut donner parce qu'ils contiennent à peu près tous les ingrédients nécessaires à une bonne réhydratation chez un nourrisson. Allongez-vous bien dans le lit. Une gastro-entérite dure 3 à 4 jours. Pour tenter d'échapper aux 2 virus, la seule prévention est de se laver les mains le plus souvent possible. La sonde américaine Spirit, qui a quitté il y a 7 mois la base de Cap Canaveral en Floride, devrait rallier la planète Mars dans la nuit de samedi à dimanche. La sonde européenne, qui a atterri il y a une semaine, devrait procéder elle aussi à des expérimentations sur la planète rouge, mais les scientifiques européens n'ont pas pu encore établir le contact. Explication Romuald Bonneau. Une semaine après la sonde européenne Mars Express, c'est au tour du satellite américain Spirit et de son passager, un petit robot, d'entamer la partie la plus délicate du voyage. D'abord, la plongée à 6 km/s dans l'atmosphère de la planète rouge. Puis le freinage, avec une succession de parachutes. Et enfin l'atterrissage, amorti par des coussins d'air géants. 2 heures après seulement, le robot de 180 kg commencera son travail de fourmi.
Sa caméra panoramique prendra de nombreuses images en couleur de son environnement. Un cratère dont il fouillera le sol pendant 3 mois, à la recherche d'eau. Une mission capitale pour les États-Unis, qui dépensent 6 fois plus d'argent que l'Europe pour dénicher le précieux liquide martien. La stratégie américaine, ça s'appelle « Follow the water », suivez l'eau, parce que l'eau, c'est indispensable à la vie. Les Européens partagent cet objectif, bien sûr, mais essaient d'avoir une vue plus globale de Mars, en particulier bien comprendre son histoire géologique, son histoire climatique. Une course qui commence mal pour l'Europe. Beagle 2, le petit robot, n'a pas donné de nouvelles depuis son arrivée sur Mars. Alors, la sonde, restée en altitude, fera la semaine prochaine une ultime tentative pour prendre contact avant de commencer son travail de cartographie de la planète. Mars, la rebelle. Au cours des 40 dernières années, 30 missions sont allées vers elle, mais les 2 tiers ont échoué. Deuxième étape pour le Dakar avec une spéciale au sud de Narbonne. L'épreuve a été remportée en moto par le Français David Frétinier avant d'être interrompue par un incident de course. Julien Beaune. Enlisé. Ce bulldozer a été appelé en urgence pour aplanir la piste, mais la boue a eu raison de lui. Car voilà à quoi ressemblait le parcours quelques minutes plus tôt, essuie-glace obligatoire. La spéciale ne fait que 25 km. Suffisant pour que certains pilotes se fassent des frayeurs dans les ornières. Résultat de la tôle froissée dès la deuxième étape. La voiture s'est couchée sur le côté. Heureusement, il y avait des spectateurs. Ils nous ont remis sur nos roues, après ça allait. Dans ces conditions, le reste de la spéciale a été annulé. On arrête là. Le 47e concurrent a bloqué la piste. Et donc depuis 1h30, on s'efforçait de remettre tout ça en état. Malheureusement, c'est pas possible. Bonne nouvelle pour les écologistes, les camions n'emprunteront pas cette piste au cœur du massif de Fontfroide, un site naturel classé. Côté moto, pour aller vite dans la boue, il fallait une botte secrète. David Frétinier est le seul à partir sur un engin à 2 roues motrices. Même endroit, mais avec une moto normale, on voit nettement la différence. Preuve qu'il faut aussi innover pour gagner. Toutes les petites enfilages, j'ai vu que la 2 roues motrices m'aidait vraiment. Sans forcer, j'arrivais à repartir bien droit. Donc ça me permettait de ne pas faire trop de travers. Là où les professionnels se sont fait plaisir, pour les amateurs, la galère commence. Allez, courage. Il reste encore plus de 9000 km jusqu'à Dakar. Beau cadeau de Nouvel An pour l'Olympique de Marseille. Fabien Barthez est officiellement transféré de Manchester à Marseille. Le gardien des Bleus jouera dès demain au stade Vélodrome face à Strasbourg en Coupe de France. La neige en famille c'est bien, mais le ski sans les petits c'est parfois mieux. Aujourd'hui la plupart des stations de ski ont mis en place des structures pour les plus jeunes. De 18 mois à 3 ans, ils peuvent s'initier à la glisse pendant que papa et maman dévalent la piste noire. Reportage à Méribel, Jean-Jacques Dufour et Frédéric Bon. Chapitre 1er, Thomas, Juliette, Romain et les autres s'initient à la glisse. Leur jardin d'enfants, un jardin tout blanc, s'appelle les Petits Loups. C'est les Petits Loups. Ciel bleu, température clémente, la journée s'annonce idyllique, enfin presque. On va faire ski. On fait un petit tour de ski, après tu vas voir. Première descente, Elsa a déjà envie de décrocher. Il y a des matins comme ça. Matin chagrin. Bravo. Pourquoi? Vous laissez votre fille qui pleure? Ah mais elle voulait y aller. Je l'ai pas forcée. Il y a des pleurs évidemment le premier jour quand ils arrivent, c'est comme le premier jour de l'école. Et puis le deuxième jour, c'est parti. D'ailleurs, c'est tellement bien que les parents en redemandent. Et les parents, ce sont des clients. C'est devenu indispensable, et pas seulement pour la clientèle française familiale bien sûr, mais même certains étrangers viennent en famille et ils aiment bien qu'on s'occupe de leurs enfants. Faut dire que ça débarrasse. Vous avez tous un goûter aujourd'hui? Oui. En forme? Oui. Attention, avec l'école de ski, le chou c'est réservé aux plus de 3 ans. En famille, c'est comme vous voulez. Souris pour être belle. Ça, c'est le passage obligé. Vous n'avez pas de photo où elle est en pleurs? Ah non, ça j'en veux pas. Je veux même pas les voir celle-là. Pendant qu'ils sont au jardin d'enfants, vous allez skier vous ou pas? Ah bah oui, on en profite.
c'est vrai qu'on les prend en charge de A en Z. On les prend en charge à 9h le matin jusqu'à 5h le soir. On a la possibilité de les faire déjeuner. Donc pour les gens qui veulent partir skier toute la journée, ils sont vraiment tranquilles, quoi. Maman, elle vient me chercher, maman. On écoute là, Maggie. Vous en avez combien à rendre à leurs parents là? On en a, ce matin, il doit y en avoir une 60aine à peu près. Mais il y a plus, on arrive à plus, mais il n'y a pas de souci, on s'en sort très bien. Pas d'erreur, ils sont tous là? Pas d'erreur, on n'en perd pas et on donne aux beaux-parents. Ici, c'est pas facile. Moi, je préfère la nuit. Pas de problème, ici, on peut même en faire la nuit. Voilà, après les rires, la musique et une découverte. Elle est canadienne, elle chante le jazz depuis 20 ans, mais Molly Johnson ne sort qu'aujourd'hui son tout premier album. Olivier Lenuzza et Didier Dahan l'ont rencontré. Pendant 20 ans, elle a hanté les bars et les clubs du continent nord-américain. Née dans les années 60, elle entame aujourd'hui une carrière internationale. Ses parents, militants antiracistes, ont quitté les États-Unis. Molly Johnson est donc née un peu par hasard au Canada. Je suis plus pop, dans le sens où mes chansons sont construites avec une succession de couplets et de refrains. Les musiciens jazz, c'est l'improvisation. Elle reprend des standards de Quincy Jones, Gershwin, interprète des compositions personnelles. Norah Jones, Diana Krall, Cassandra Wilson sont populaires parce qu'elles sont allées chercher et offrent au public un vrai son. De vraies mélodies, de vraies voix, des artistes sans artifice, sans arrangement technologique. Elle participe à des œuvres humanitaires et porte-parole de l'UNESCO, mais ses chansons ne sont pas engagées. Juste des histoires d'amour, la délicatesse de Molly Johnson. Fin de ce journal, à suivre la météo Patrice Drevet, puis le point route de Julien Pascal, 20h55 soirée polar avec PJ, avocat et associé, 1h20 le dernier journal FMT. Et excellente fin de soirée sur France 2, je vous retrouve demain à 13h. Bonsoir.